ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid. Victoire de Manchester City 4-0. Les hommes de Carlo Ancelotti n'ont clairement pas existé lors de cette demi-finale. On avait débriefé le match aller, c'était avec Walid, et on avait débriefé l'aller qui avait débouché sur un match nul un partout. Et Walid, grand supporter du Real, était plutôt optimiste quant à une qualification de la Casablanca. Malheureusement, on s'est trompé tous les deux parce que moi aussi, je voyais bien le Real Madrid refaire le coup cette année à Manchester City. Mais voilà, on s'est trompé. Manchester City a clairement hier livré une partition de très très grand football. On va revenir un peu sur ce match. Et moi, sur le début du match, voilà, c'était un peu une copie de ce qui s'était passé sur le match aller. Manchester City avait le ballon, Manchester City maîtrisait clairement son sujet. Mais ce qui changeait côté Real Madrid, c'est que je les ai trouvés plutôt attentistes. Là où lors du match aller, ils étaient dominés, ils acceptaient cette domination, mais ils étaient quand même plutôt agressifs. Ils sortaient sur les joueurs de Manchester City, ils empêchaient Courtois d'être mis à contribution. Là, ils ont clairement été apathiques, attentistes, ils les ont regardés jouer. J'ai vu des actions qui n'avaient pas du tout eu lieu lors du match aller. Donc oui, c'était une copie du match aller dans le sens où Manchester City dominait le match, dans le sens où Manchester City tenait le ballon et le Real Madrid attendait comme prévu, mais c'était différent parce que le Real Madrid était beaucoup plus attentiste, beaucoup plus apathique, un manque d'agressivité criant. Et c'est vrai que c'est ça qui a un peu coûté les grosses occasions, par exemple, qu'a eu Erling Haaland. Et c'est vrai que si tu n'as pas un Thibaut Courtois impérial sur la première mi-temps, eh ben, tu peux sortir de cette première mi-temps à 4 ou à 5-0. Donc pour moi, sortir à 2-0, c'est déjà pas mal à la mi-temps, tant Manchester City a été incroyable. Et c'est vrai que rares sont les équipes qui, à ce stade de la compétition, ont affiché une telle maîtrise, surtout face au tenant du titre, surtout face au Real Madrid. Et c'est vrai qu'il faudrait vraiment se plonger dans l'histoire de la Ligue des Champions pour voir une telle partition. Et c'est vrai que j'ai rarement vu une équipe autant maîtriser un match de football. Et c'est vrai qu'en termes de maîtrise, cette première mi-temps est à montrer dans toutes les écoles de foot parce que le Real Madrid n'a clairement rien eu sur les 45 premières minutes. Le Real n'a rien eu du tout, à part cette occasion de Toni Kroos, cette grosse frappe sur la barre qui aurait pu permettre au Real Madrid d'égaliser, ce qui est incroyable quand même, parce que le Real Madrid était clairement au fond du seau et Toni Kroos a failli marquer ce but qui vient de nulle part. Et si tu sors de là à 2-1 ou à 1 partout suite à cette frappe de Toni Kroos, eh ben là on aurait dit que le Real pourrait faire le même coup que l'année dernière, on aurait dit que le Real pouvait faire plonger cette rencontre encore une fois dans l'irrationnel, mais ça n'a pas eu lieu parce que le Manchester City a empêché cet irrationnel de se produire. Quand tu n'arrives pas à rentrer dans la surface adverse, comment veux-tu renverser Manchester City? Comment veux-tu gagner un match aussi grand sois-tu? Et c'est vrai que l'année dernière, ce qui faisait la différence, c'est que le Real, même s'ils étaient dominés, ils arrivaient quand même à se créer des mini-occasions, à créer des petits miracles. Là, si tu n'arrives même pas à franchir la ligne médiane, comment veux-tu créer un miracle, même si tu t'appelles le Real Madrid? Et moi, j'avais été très critique envers cet argument qui ressortait énormément sur les réseaux sociaux, qui était de dire c'est le Real, c'est le Real. Le Real va se qualifier parce que c'est comme ça, c'est le Real Madrid, c'est les rois dans la compétition, c'est eux les boss. Mais finalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne en football. Si en football, t'as pas un plan défini, si en football, t'as pas une tactique qui vise à contrer l'adversaire, ben, si tu penses pas rationnellement, tu peux pas gagner. Et toute la tactique du Real Madrid, j'ai l'impression, sur les deux dernières saisons, a été basée sur cette sorte d'irrationnel, sur ce truc-là de se dire on est le grand Real Madrid, on va s'en sortir sur un miracle de Vinicius, sur un miracle de Benzema. C'est ce qui s'est passé à l'aller. Le Real Madrid est dominé sur la première mi-temps, mais Vinicius parvient à marquer ce but qui vient de nulle part. C'est ce qui s'était passé l'année dernière face au PSG, face à Chelsea, face à City, face même à Liverpool en finale, où tu es quand même dominé sur la finale, même si Liverpool fait pas une grande finale non plus, mais tu es quand même dominé. Courtois fait un grand match. Donc c'est vrai que on a construit un peu ce mythe du Real Madrid derrière cet irrationnel qui disait Courtois est là, Vinicius est là, Benzema est là, on va compter sur eux. Et finalement, la stratégie a un peu été mise de côté. Et là, ils se sont frottés à une équipe de Manchester City qui récite une partition, qui est clairement dans le calcul, qui est clairement dans la maîtrise, qui est clairement dans la stratégie. Et tu peux pas gagner irrationnellement 2 années de suite. Tu peux gagner irrationnellement une fois, mais tu peux pas faire le coup 10 fois, tu peux pas faire le coup chaque année. Et au bout d'un moment, si t'es pas organisé, si t'as pas une stratégie prédéfinie, tu peux pas gagner. Mettre Kamavinga arrière gauche sur les deux confrontations, ça peut marcher sur l'aller, mais sur le retour, ça marche pas parce que c'est pas son poste et parce qu'il est encore jeune. Modric, par exemple, Modric, Kroos, Benzema, ces vieillards-là qui sont là depuis des années, ça peut marcher une année, ça peut marcher 2 années, mais ça peut pas marcher sur le long terme parce que c'est des joueurs qui, quand le rationnel les rattrape, et ben, tu te rends compte que c'est des joueurs vieillissants et qu'au bout d'un moment, il y a meilleur en face. Grealish, Bernardo Silva, Erling Haaland, c'est des joueurs qui sont frais, c'est des joueurs qui sont jeunes, c'est des joueurs qui ont encore de l'énergie à revendre, alors que côté Real Madrid, si tu leur enlèves cette part d'irrationnel qui les caractérisait très bien et qui leur a permis de remporter la Ligue des Champions l'année dernière, qu'est-ce qu'ils ont? Et finalement, ils n'ont plus rien. Et c'est vrai que moi, je recommande quand même à cette équipe du Real Madrid de changer, d'écrire peut-être une nouvelle page, d'en finir avec ses Kroos, avec ses Modric, avec
vrai que c'est Benzema. Et c'est ça le plus dur dans un club de football, c'est de passer et de faire une transition. Et c'est vrai qu'une transition s'impose aujourd'hui, mais ça va être très très compliqué quand on sait à quel point Kroos, Modric, Benzema, Carvajal sont des joueurs importants et à quel point ils ont marqué les supporters du Real Madrid. Donc si on revient sur le match, c'est vrai que sur la première mi-temps, il n'y a pas photo. Manchester City est largement au-dessus. Ils peuvent même gagner 4 ou 5-0 à la mi-temps s'il n'y a pas un très grand Thibaut Courtois en face. À part cette occasion de Toni Kroos sur la barre, le Real Madrid n'a pas vu le jour. On a vu Benzema faire des erreurs techniques plutôt rares. On a vu Vinicius être clairement mangé par Kyle Walker dans le duel. Et c'est vrai qu'on a vu cette équipe complètement étouffée, apathique et attentiste. Et sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que le Manchester City s'est un peu mis en gestion. Et c'est vrai que le Real Madrid est un peu mieux rentré dans la deuxième mi-temps, il faut le dire. Pendant peut-être 5, 10, 15 minutes, le Real est plutôt bien rentré dans la deuxième mi-temps. Ils ont commencé à retoucher le ballon. Ça les a remis en confiance. Mais Manchester City était tout simplement rentré en gestion. Et je pense que c'était impossible à ce moment-là pour le Real Madrid de revenir, même à 2-0. Et à partir du moment où il y a eu le 3-0, on s'est dit que c'était terminé. Et puis, quand tu vois qui sont les entrants côté Manchester City, tu te dis que ça fait peur. Foden, Alvarez, Mahrez, Alvarez qui va même de son but pour le 4-0, tu te dis que ça fait très peur. Et de l'autre côté, finalement, côté Real Madrid, tu fais rentrer Rudiger, tu fais rentrer Vasquez, tu fais rentrer Ceballos. Voilà, ça n'a rien à voir. Et c'est là que je dis encore que si tu leur enlèves cet irrationnel-là, le Real Madrid, ça devient un club. Je ne vais pas dire moyen parce que tu sors quand même contre Manchester City en demi-finale, mais ça devient un club, je ne vais pas dire banal, ça reste quand même un grand club, une grande équipe, mais c'est vrai que si tu leur enlèves cet irrationnel-là, tu leur enlèves quand même beaucoup. Mais je pense que ce Real Madrid-là, il n'y a pas à s'alarmer non plus. C'est une équipe qui fait quand même demi-finale cette saison. C'est une équipe qui, je pense, si elle s'était qualifiée pour la finale, elle aurait battu l'Inter et le Milan. Je pense les deux, si le Real Madrid s'était qualifié pour la finale, ils auraient gagné la Ligue des Champions. Le Real Madrid était au-dessus de 90% des équipes qui étaient engagées dans cette compétition. C'est juste qu'ils sont tombés sur une équipe de Manchester City largement supérieure. Je continue à dire que si le Real avait joué le Bayern, le Real se serait qualifié. Si le Real avait joué l'Inter, si le Real avait joué l'AC Milan, si le Real avait joué le Napoli, se serait qualifié. C'est juste que cette équipe de Manchester City est largement au-dessus des autres cette saison. Je pense qu'en termes de football, des fois, il n'y a pas d'analyse à faire. Quand l'adversaire est plus fort que toi, l'adversaire est plus fort que toi. J'ai vu beaucoup de gens critiquer Ancelotti pour ses choix, parce qu'il n'a pas mis Rudiger, parce qu'il n'a pas mis ci, parce qu'il n'a pas mis ça. Mais au bout d'un moment, même s'il avait mis Rudiger à la place de Militao, ça aurait été la même chose. J'avais entendu parler d'une compo à 3 défenseurs avec Alaba, Rudiger et Militao. D'accord, même s'il avait fait ça, ça ne serait pas passé de toute façon parce que tu avais une équipe qui était au-dessus. Et au bout d'un moment, les mecs, c'est pas des génies. Ils sont très très forts au foot, mais c'est pas des génies. Ils peuvent pas à chaque fois refaire le même coup, à chaque fois rentrer dans cet irrationnel-là. Ils peuvent pas à chaque fois, parce qu'à 2-0, c'est vrai que tout le monde y croit, on se dit c'est le Real. Mais au bout d'un moment, quand tu as une équipe qui est largement meilleure que toi, tu peux pas faire le coup deux fois. L'année dernière, si tu étais déjà largement meilleur que le Real, mais le Real, comme je l'ai dit, avait bénéficié de cette folie, mais tu peux pas faire le coup deux fois. Ça passe qu'une fois et au bout d'un moment, le rationnel te rattrape, le travail te rattrape. Et c'est vrai que Guardiola a très très bien travaillé. Par exemple, avec Jack Grealish. Jack Grealish, quand il arrive à Manchester City pour 116 millions d'euros, au début, il est calamiteux. Au début, ça marche pas du tout. Au début, il comprend pas ce que lui demande Guardiola. Et là, on voit qu'il est très très clairement imprégné du style Guardiola, il est très très bien rentré dans le collectif de Manchester City et il ne faudra pas dire que Guardiola réussit tout le temps parce qu'il a des grosses équipes, ça c'est pas vrai. Guardiola réussit parce qu'il arrive à adapter des joueurs qui a priori n'ont absolument rien à voir avec son style de jeu, il arrive à en faire d'eux des joueurs Guardiola compatibles, comme par exemple c'est le cas avec Jack Grealish, comme ça va être le cas avec Erling Haaland sur les prochaines saisons. Haaland à la base il n'est pas du tout Guardiola compatible, c'est pas du tout son football, mais on voit qu'il commence à jouer une touche de balle, il commence à être bon dans les remises, il commence à s'imprégner un peu de ce style-là, même si c'est encore compliqué. On a vu hier que De Bruyne n'arrivait pas vraiment à le trouver. On a vu qu'hier c'était encore assez compliqué par rapport à ses coéquipiers. Il n'arrive pas encore à s'accorder avec eux parce que c'est pas son style de football à la base, de jouer en une touche, de jouer dans les petits espaces, mais avec Guardiola, il va s'adapter petit à petit. Il y a des joueurs qui à la base n'étaient pas Guardiola compatibles et qui le sont devenus. John Stones qui joue en numéro 6 au milieu de terrain en tant qu'équilibriste, en tant que sentinelle, limite à la Busquets, ça personne ne l'avait vu venir. Et pourtant, John Stones nous a encore offert un très beau match hier dans ce rôle de milieu de terrain. John Stones, milieu de terrain, personne n'y aurait cru. À la base, c'est un bourrin, c'est un anglais, c'est un gars qui rentre dans le duel. Là, c'est un gars qui arrive à être Guardiola compatible, à être positionné au milieu de terrain en tant que distributeur de jeu. Personne ne l'avait vu venir. Donc c'est vrai que on peut dire ce qu'on veut, que Guardiola a coaché que des grandes équipes, que c'est pour ça qu'il en est là et que sans Messi, il n'a pas de carrière, que sans avoir coaché le Barça, le Bayern, le Manchester City, il n'en serait pas là, que s'il avait pris Sochaux, ça n'aurait pas été la même. Je suis d'accord, mais ça marche pour n'importe quel coach. Et puis surtout, il arrive à faire des joueurs qui à la base n'ont rien à voir avec son style de jeu en des joueurs Guardiola compatibles, en des joueurs de football. John Stones à la base c'est pas un joueur de ballon, ça l'est devenu. Kyle Walker à la base c'est pas un latéral qui peut jouer dans ce genre de système là, il l'est devenu. Jack Grealish aussi à la base c'est un petit joueur d'Aston Villa de première ligue et pourtant il a arrivé à s'adapter à ce style là. Mahrez à la base c'est un joueur qui dribble beaucoup, qui fait que des feintes, qui est très individualiste, il est devenu un joueur hyper altruiste. Donc c'est vrai que on voit qu'il arrive à faire de joueurs qui à la base n'ont rien à voir avec son style des joueurs compatibles à ce style-là, en une touche de balle, deux touches de balle, en joueur de ballon, tiki-taka, voilà, comme je l'ai dit, une touche de balle, ça joue simplement, alors qu'à la base, ces mecs-là n'étaient pas prédestinés à jouer dans ce genre de système et dans ce genre de configuration. Maintenant, est-ce que Manchester City va remporter la Ligue des Champions
J'en sais rien. Ça peut vraiment tourner d'un côté comme de l'autre. Maintenant, je pense que sur cette finale, c'est clairement du 80-20 pour Manchester City. Mais si l'Inter marque très tôt et qu'ils se recroquevillent en bonne équipe italienne en défense et qu'ils maintiennent ce score-là, ils peuvent gagner la finale. C'est sur un match, tout peut arriver. Donc c'est vrai que même si Manchester City est clairement le favori de cette finale, on ne sait jamais comment une finale peut tourner. En 2021, City était largement favori face à Chelsea et finalement ça, ça a mal tourné pour les Citizens et c'est Chelsea qui a gagné. Donc là aussi, on arrive un peu dans la même configuration, même si Chelsea en 2021 était quand même meilleur que l'Inter cette saison. Mais voilà, je pense que ça reste à voir. Mais c'est vrai que c'est la meilleure équipe de Manchester City qu'on ait vue sous Guardiola, ça c'est sûr. L'année dernière, c'était déjà la meilleure équipe de l'histoire de Guardiola avec Manchester City, mais ils n'avaient pas ce numéro 9. Là, ils l'ont. Voilà, chaque année, ils arrivent à être un peu plus complets que l'année d'avant. Et c'est vrai que si on regarde un peu Guardiola, ce qu'il a fait en Ligue des Champions depuis qu'il est arrivé, c'est déjà sa septième saison, je crois. Ben, en fait, c'est la suite logique. Il ne pouvait pas gagner la Ligue des Champions dès sa première saison. Il a fallu polir un peu ce diamant qui était Manchester City. Et finalement, au bout de la septième saison, il est peut-être en passe de remporter sa première Ligue des Champions. Mais c'est normal, il n'a pas fallu être impatient. Je pense qu'il a fallu laisser Guardiola un peu travailler, imprégner cette équipe de son style. Et finalement, il a réussi. Ils ont eu soit de la malchance dans le passé, soit il y a eu des erreurs de Guardiola, comme en 2021 par exemple. Il y a eu cette erreur en finale où il essaye un peu d'innover et finalement il se casse les dents. Il y a eu par exemple le match contre Tottenham en 2019 qui était complètement fou, où il maîtrisait plus rien alors que lui il aime bien maîtriser. Il y a eu la toute première fois qu'il est allé en huitième de finale de Ligue des Champions City, c'était contre Monaco. Ben, ça avait mal tourné parce qu'il n'avait pas encore les joueurs qu'il voulait. Donc chaque année, il y avait toujours un petit pépin pour Guardiola qui l'empêchait d'aller jusqu'au bout. Et finalement, cette année, c'est peut-être la bonne année. Et c'est au bout de la septième saison, il faut juste travailler. C'est tout, c'est comme ça. Je pense qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas gagner ta Ligue des Champions dès la première saison. Il faut que tu arrives à imprégner ton équipe de ton style. Même si tu es Guardiola, et ben, il faut quand même qu'on te laisse du temps pour travailler, pour ramener les joueurs que tu veux. Et au bout d'un moment, au bout de la septième saison, ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça marche en football. Il faut travailler année après année pour pouvoir avoir une équipe assez compétitive pour gagner. Et finalement, peut-être qu'on arrive à la bonne année pour Manchester City. On verra ça le 10 juin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.